Chers amis, bonjour ou bonsoir. C'est selon que vous regardez la vidéo le matin ou le soir. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter d'aborder un sujet, alors je dirais pas délicat, mais plutôt sensible, on va dire. Euh, un sujet qui a souvent fait l'objet dans notre pays de lectures partielles et même parfois caricaturales. Un sujet pour lequel les postures militantes, parfois populistes et radicales, avait pris le pas sur la nécessaire réflexion stratégique. Alors par honnêteté intellectuelle, je dois avouer, en parlant de ces postures, que moi-même j'avais succombé aussi à ces postures précisément il y a un certain temps. Alors ce sujet dont je veux parler, c'est celui du rapport entre le politique et le militaire en Algérie. Une question d'ailleurs qui revient régulièrement dans le débat. Celle de la place et du rôle de l'armée. Quelle est la place et le rôle de l'armée dans le système politique algérien? En fait, cette question ressurgit surtout à chaque crise, comme une évidence. Au-delà d'ailleurs de ses missions constitutionnelles, il est admis par la plupart, souvent implicitement, que l'armée constitue en réalité l'ultime instance d'arbitrage du système politique. Et le paradoxe est bien connu. Ceux-là même qui appellent à son retrait du champ politique sont souvent les premiers à se tourner vers elle lorsque les institutions civiles sont dans l'impasse ou se bloquent. Quant aux dirigeants militaires de l'autre côté, ils pointent souvent l'échec des politiques et leur incapacité à gérer pour justifier leur intervention. Ce fut le cas, on se rappelle, lors du coup d'État de juin 1965, au moment de la mise à l'écart d'Ahmed Ben Bella. Ce fut le cas aussi en 1978, à la mort de Houari Boumediene, lorsqu'on a vu que la succession s'est jouée en dehors de tout cadre institutionnel. Ce fut encore le cas en octobre 1988, lorsque les émeutes avaient révélé l'épuisement du système. Ce fut le cas encore en 1992, au moment de l'arrêt du processus électoral, ou ce qu'on a appelé le coup d'État de janvier 1992. Et ce fut le cas encore plus récemment, évidemment, c'est-à-dire en 2019, lors de la chute d'Abdelaziz Bouteflika. Et à ce sujet, il y a un fait, on va dire, révélateur que je tiens à souligner et que beaucoup ont dû remarquer. Aucun des présidents de l'Algérie indépendante n'est parvenu à terminer son mandat. Alors attention, n'y voyez pas là un présage concernant l'actuel président. J'ai tout simplement souligné un fait. Donc à chaque fois, l'intervention de l'armée a permis de mettre fin au blocage immédiat. À chaque fois, elle a restauré ce qu'on peut appeler une forme d'ordre. Mais il faut le souligner, jamais ces interventions n'ont résolu en définitive les contradictions de fond. Car le problème n'est pas en fait conjoncturel, il est structurel. La place centrale de l'armée dans le système politique algérien n'est ni un accident, ni une dérive. Cette place centrale qu'occupe l'armée est le produit direct de l'histoire du mouvement national. Plutôt que de faire remonter, comme le fait l'opposition, la même mise du militaire sur le politique au coup de force de l'été 62, ou encore à l'assassinat d'Abban Ramdan, c'est les circonstances qui ont donné lieu à la lutte armée qui éclairent le mieux cette réalité. Si le 1er novembre 1954 s'est imposé comme une nécessité historique,
et cela est incontestable, il n'a pas été l'aboutissement pour autant d'un long processus de maturation politique. Le 1er novembre 1954 a constitué une rupture. Une rupture née à la fois de l'épuisement des formes classiques du nationalisme algérien, et là je fais référence évidemment à la crise du PPA-MTLD, et du blocage total du système colonial réfractaire à l'idée d'envisager une transition pacifique vers l'autodétermination. Cette entrée dans la lutte armée n'a donc pas procédé d'un schéma doctrinal préétabli. Elle a laissé derrière elle une question pendante, une question fondamentale qui résume la principale problématique politique du pays. Et que je résume ainsi. Comment construire un État sans avoir, au départ, défini ses formes institutionnelles, ses équilibres politiques, ni ses mécanismes de régulation. Et c'est précisément ce vide initial, ce déficit de projection étatique, qui va peser durablement sur la nature et sur la construction du pouvoir après 1962. Il a fallu attendre l'étape décisive de la tenue du congrès de la Soumam pour voir s'esquisser une tentative pour donner à la révolution une assise théorique et une base organisationnelle. Mais cette rationalisation est hélas restée inachevée. Elle s'est heurtée, vous les connaissez, elle s'est heurtée aux fractures internes du mouvement national, aux querelles de leadership, à l'absence de consensus stable et à la nature même d'une guerre qui produit ses propres logiques de commandement et de légitimité. Autrement dit, l'unification qui était stratégique, c'est-à-dire celui de l'indépendance, elle n'était pas pour autant institutionnalisée. Et à l'approche de l'indépendance, les tensions et les contradictions refoulées réapparaissent avec force. Elles ne sont pas plus seulement idéologiques, elles deviennent des rapports de force bruts. La crise de l'été 1962 en est l'expression la plus nette. Elle ne s'est pas réglée par une médiation politique structurée, mais par un arbitrage de puissance. L'armée des frontières a imposé un fait accompli. À partir de ce moment, une logique s'est installée dans le pays, à savoir la force comme mode de résolution des conflits internes, qui tend à primer sur la construction de règles politiques acceptées par tous et stabilisées. Dans ce contexte-là, l'institution militaire ne s'est pas simplement imposée à l'État, elle a participé à sa formation. Elle s'est pensée comme garante ultime de la souveraineté, non pas en rupture avec le projet national, mais comme son prolongement historique. L'État ne s'est pas construit en surplomb de l'armée. L'État s'est construit à travers elle. Et ce point est essentiel. Ce n'est ni une anomalie ponctuelle, ni un fait contingent dicté par des circonstances. Il s'agit d'une configuration fondatrice. Pour autant, réduire cette histoire à une domination mécanique, je dirais, du militaire sur le politique serait insuffisant. Les acteurs de la lutte armée, souvent issus de structures politiques organisées, et je pense notamment à l'organisation spéciale, qui est d'ailleurs considérée comme l'ancêtre de l'ANP,
Ces acteurs de la lutte armée se percevaient d'abord comme des acteurs politiques, ayant recours à la lutte armée comme moyen et non comme une finalité. La séparation progressive entre militaire et politique, avec la primauté du premier, c'est-à-dire du militaire sur le politique, est donc le produit et le résultat d'une évolution historique, et non pas d'une intention initiale. Cette évolution a produit une tension durable, une rivalité latente entre, alors je schématise, hein, entre légitimité politique et légitimité militaire, et qui continue à ce jour de structurer les débats et l'espace institutionnel. Et c'est dans ce cadre que les débats prennent souvent une forme simplifiée et parfois, comme on l'a constaté d'ailleurs durant le mouvement populaire de février 2019, elles prennent parfois une forme délibérément provocatrice. Il en est ainsi du fameux slogan État civil non militaire. Daoula Madaniya, Machi Askariya, qui a été repris tel quel, introduit par des groupes souvent radicaux ou islamistes, et repris tel quel de l'organisation des frères musulmans. C'était un slogan d'ailleurs qu'avaient utilisé les frères, qu'avaient brandi les frères musulmans égyptiens juste après leur dissolution par Nasser. Un slogan qu'on a cherché, par une grossière manipulation, à assimiler avec l'un des principes formulés lors du congrès de la SOMAM, celui de la primauté du politique sur le militaire. Un principe qui, je le rappelle, ne postulait pas une opposition entre politique et militaire, mais visait à inscrire la lutte armée dans le cadre d'une stratégie politique. D'ailleurs, les dirigeants de la Révolution se voulaient comme des dirigeants politico-militaires. Il n'y avait pas d'un côté les politiques et de l'autre côté les militaires. Mais je dois dire que ce slogan, s'il a été introduit avec des arrière-pensées par certains groupes extrémistes, pour la majorité des manifestants, il exprimait une aspiration sincère et légitime à une clarification institutionnelle. Quelle est la place du politique? Quelle est la place de l'armée? Mais il risquait quand même de réduire une réalité complexe à une espèce d'opposition binaire. Or, une grille de lecture binaire ne permet ni de comprendre la genèse du système, ni de penser sa transformation. Elle peut même, dans certains cas, renforcer, et on l'a vu lors du mouvement populaire de 2019, renforcer la polarisation qu'elle entend précisément dépasser, avec des risques réels de dérive. On avait vu d'ailleurs à l'époque, on s'en rappelle, des groupuscules extrémistes, souvent inscrits dans des agendas extérieurs, agir pour pousser un affrontement entre le peuple et l'institution militaire. Leur objectif c'était ni plus ni moins que de provoquer un bain de sang, c'est-à-dire pousser l'armée dans une logique de répression sanglote en tirant sur la foule comme en octobre 88. Mais heureusement, la vigilance populaire avait prévalu à l'époque. Et je tiens à souligner un point important à mes yeux, c'est d'ailleurs ces risques de dérive qui ont conduit de nombreux citoyens à déserter progressivement, petit à petit, les manifestations. Des risques de dérive bien avant l'épisode du Covid qu'on avait présenté comme étant le moment où le pouvoir a réussi à en finir avec les manifestations.
Chers amis, l'enjeu n'est donc pas d'opposer mécaniquement le civil et le militaire, ni encore de disqualifier l'un au profit de l'autre. L'objectif est de reconstruire un équilibre institutionnel stable, où les rôles sont clarifiés, où les légitimités sont reconnues et où les mécanismes de décision clarifiés et stabilisés. En d'autres termes, il s'agit de sortir d'une régulation par la contrainte et la force pour aller vers une régulation par les institutions. Et cela passe par une réhabilitation progressive du politique. Dans un contexte international marqué justement par des recompositions rapides et des formes renouvelées de conflictualité et qui s'étendent et qui touchent, qui risquent de toucher quasiment de nombreuses contrées dans le monde, on le voit aujourd'hui avec la guerre en Iran, la question centrale, c'est celle de la solidité interne de notre État. Et cette solidité ne repose pas uniquement sur les capacités militaires, qui sont certes nécessaires, mais sur la qualité de la décision politique, sur la cohérence des institutions, et également sur la circulation des élites. Bref, cette solidarité repose sur la bonne gouvernance. Un État solide n'est pas simplement un État capable de se défendre. C'est un État capable de décider, de produire du consensus et d'absorber le pluralisme qui existe dans la société. Je parle du pluralisme politique, du pluralisme culturel, du pluralisme linguistique, capable de les absorber, donc d'absorber ces pluralismes sans se fragmenter. Dans cette perspective, la question n'est pas celle d'une rupture brutale avec le système, mais d'une transformation progressive, ordonnée et maîtrisée. Et cela implique de desserrer progressivement les logiques de verrouillage politique, d'ouvrir l'espace institutionnel, d'ouvrir les espaces politiques à des mécanismes de régulation beaucoup plus inclusifs et de renforcer la sélection des élites, à laquelle je fais référence, sur des critères maintenant de compétence et de capacité à gouverner, et non plus, comme c'est hélas toujours le cas, sur des critères d'allégeance. La stabilité durable ne naît jamais de l'immobilisme. Elle naît de la capacité d'un système à se transformer sans se désintégrer. Plus de 60 ans après l'indépendance, notre pays reste traversé par la même équation fondatrice. Comment articuler légitimité historique, souveraineté nationale et construction institutionnelle stabilisée? Cette équation n'est hélas pas encore résolue. Elle continue de structurer les contradictions et les tensions internes au système politique. Mais elle contient aussi une possibilité, et c'est sur celle-ci que je vais conclure, celle d'un passage progressif d'une logique de contrainte et de force à une logique de régulation institutionnelle, où l'État ne serait plus seulement l'héritier d'un rapport de force, mais le produit d'un équilibre politique consolidé. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Bonne soirée ou bonne journée.